الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أما بعد، يسرني جدا ويسعدني كثيرا ويشرفني أن أكون متواجدا معكم هنا، وأريد أن أقول أني أكن كل مشاعر التقدير والمحبة للشيخ العربي كشات. Alors mes chers amis, je voudrais parler en français pour rendre le message accessible à tous. Nous tenons à notre belle langue arabe. C'est une langue de savoir, de culture, de spiritualité, de droit, du cérémonial des cours, de diplomatie, de civilisation. Et ça me coûte de ne pas la parler. Mais il se trouve aussi que nous sommes en France, et en France la langue nationale est le français. Et c'est notre langue à nous tous. Nous sommes citoyens, nous sommes compatriotes, nous sommes résidents, et nous respectons les lois en vigueur, et la langue nationale en France est encore une fois le français, donc c'est la langue que nous utilisons. Je voudrais dire quelque chose qui ne relève pas uniquement d'un échange de bons procédés. Je vous prends à témoin, et je prends Dieu clément et miséricordieux à témoin, en ce jour béni, en ce jour de congrégation, ce jour de rassemblement, en ce jour de prière communautaire, c'est dire le profond respect, la reconnaissance, la gratitude, tous mes remerciements, le Cheikh العربي كشات. ربي يطول في عمره وربي يهنيه ويتركه ذخرا لنا للإسلام والمسلمين. Amin ya Rabbil Alamin. Le sens du devoir, c'est lui. Alors vous pensez que devant vous, nous devons dire des amabilités. Ce sont des convictions profondes. Et l'honneur est l'honneur pour moi d'être là. Et si j'ai accepté et décidé suite à sa proposition, et pour laquelle j'en sais gré, je le dis devant vous, c'est simplement quand j'ai accepté la responsabilité d'être président de la Fondation de l'Islam de France, je m'étais dit je ne vais pas rester dans mon salon rue Saint-Dominique pour parler de l'islam de France. Je viendrai en prenant mon bâton de pèlerin, aller dans les mosquées, aller dans les municipalités, aller ce que d'aucuns appellent le terrain. Moi je pense qu'il y a une noblesse dans le sens populaire. Nous avons mis en place des universités populaires itinérantes, c'est-à-dire que ça va être sur l'ensemble de l'Hexagone et pourquoi pas même dans un département ultramarin, pour mettre en place cette feuille de route, les objectifs, un plan d'action, pour que notre tradition ne soit plus jamais synonyme d'épouvante, pour que cette belle tradition ne soit pas synonyme de barbarie, que cette belle tradition religieuse ne soit pas un corollaire de médiocrité. Il y a de l'élévation spirituelle, il y a aussi de la civilisation, et il y a aussi une cause nationale, parce que nous faisons partie aussi de la nation. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dis que nous sommes dans un vendredi saint. Donc j'ai une pensée pour nos compatriotes chrétiens qui vivent un jour particulier aujourd'hui. C'est vendredi saint. Dans la croyance chrétienne, vendredi de la Pâque est un jour particulier et le dimanche qui suivra, c'est la résurrection après la passion et c'est le triomphe de la vie, de l'amour sur la mort. Donc ce vendredi est un vendredi particulier. Ce que je vous suggère, c'est qu'après ce qui s'apparente à une
petite présentation, une mini-causerie, c'est qu'après l'office proprement dit, après la prière, après le prône, après le sermon de la prière du vendredi, je reste à votre disposition pour un débat. Si vous le souhaitez, je répondrai à vos questions. Toutes les questions. Je répondrai si je peux répondre au sens de si je sais répondre. Si je ne sais pas répondre, nous réfléchirons ensemble. Voilà. Nous avons, je préfère dire nous que de dire on, pronom indéfini, quelques difficultés quant à l'organisation de l'islam en France. C'est une réalité. Il y a une partie qui s'occupe des questions cultuelles. D'ailleurs, il y a une difficulté. On pense qu'il faut représenter les musulmans. Les musulmans n'ont pas besoin d'être représentés. S'ils sont citoyens, ils ne peuvent être représentés que politiquement par leurs élus, et eux-mêmes doivent être aussi élus. Il faut que la représentation nationale soit, allez, je dis un terme un peu spécial, isomorphe, pareil, c'est-à-dire tout à fait pareil que la nation elle-même. C'est un autre débat. Je ne fais pas de la politique dans une mosquée, mais en tout cas, politiquement, les citoyens doivent être représentés par leurs élus et eux-mêmes doivent aussi représenter politiquement leurs propres concitoyens. Et s'ils ne sont pas citoyens, ils sont résidents, ils ont leurs ambassades, leurs consulats, leurs légations sur ce plan-là. En revanche, l'exercice du culte lui-même a besoin d'être représenté par des gens sérieux, compétents, qui font preuve d'abnégation et qui doivent avoir le sens du devoir. Je me tais là. Maintenant, pour la partie culturelle, civilisationnelle, éducative, sociale, il y a une fondation. En réalité, la fondation de l'islam de France existe par décret depuis décembre 2016. On est à 2 ans et quelques. Elle est continuatrice ou la fille d'une autre fondation qui a existé avant et qui a été fondée en 2005. Cette fondation s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, la Fondation des œuvres de l'islam de France. Pour X raisons dans lesquelles je n'ai pas envie d'entrer, elle n'a pas fonctionné. Et le Conseil d'État a dû décréter sa dissolution pour carence d'activité. Et il y a eu, avec un petit toilettage d'ordre juridique, la fondation, si j'ose dire, de cette fondation, ou la création, ou l'instauration de cette fondation que votre serviteur préside. Et je dois le dire en arabe, « Innal mas'ouliyata taklifun wa laysat tashrif » Si j'ai accepté cette responsabilité, et je ne voudrais m'attirer aucune gloriole, c'est par un sens du devoir. Moi, je me rappelle de mon père, Cheikh Al-Abbas, ben Cheikh Al-Hussein, m'avait dit une fois, fiston ne court jamais après les responsabilités, mais lorsqu'elles se présentent à toi, assume-les avec humilité, conviction et détermination. C'est ce que j'essaye de faire. Je peux me tromper, je peux faillir, mais si je viens vous parler, c'est pour que je m'enrichisse aussi de vos suggestions, de vos conseils, de votre soutien, de votre aide, de vos corrections, de vos rectifications, parce que l'être humain est faillible, pécamineux, il se trompe. Et donc, elle a été présidée dans un premier temps par Jean-Pierre Chevènement. Il y a eu tout le débat, comment se fait-il que la Fondation de l'Islam de France ne soit pas présidée d'emblée par un musulman? Et c'est vrai, sur le plan symbolique, ce n'est pas normal. Fondation de l'Islam de France et qui n'est pas présidée par un musulman.
Est-ce que vous avez entendu parler de la fondation du judaïsme français qui n'est pas présidée par un non-juif? Est-ce que pour Notre-Dame, la fondation Notre-Dame, et d'ailleurs en parlant de Notre-Dame, je dis que nous avons tous été émus par l'incendie de Notre-Dame, et au-delà d'un lieu de culte, Notre-Dame fait partie du patrimoine historique, culturel, spirituel de la nation française. Et sa reconstruction est aussi une allégorie pour la reconstruction de la cohésion nationale. Je le dis devant vous et je le pense. Et ceux qui pensent vouloir s'exclure de la nation, c'est leur liberté, mais je ne suis pas sûr que ça soit un bon choix. Heureusement, de mon point de vue, ce n'est que marginal. Donc je reviens à cette affaire. Donc on a entendu beaucoup de voix s'élever contre la présidence de Jean-Pierre Chevènement. Et je vais vous dire une chose, peut-être que je vais vous décevoir. Heureusement que Jean-Pierre Chevènement était là. Je le dis devant vous et devant Dieu. Parce que s'il n'était pas là, elle n'aurait pas été mise en orbite et elle aurait subi le même sort que sa mère, celle d'avant, la Fondation pour les œuvres de l'islam, qui pendant 11 ans ne s'est pas réunie une fois, qui pendant 11 ans, il n'y a pas eu un seul conseil d'administration. Hélas, 1000 fois hélas, c'est comme ça nos hiérarques. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, je le dis, et je l'assume, heureusement qu'il y avait Jean-Pierre Chevènement. Et je lui en sais gré. Il a donné de son temps, il l'a mise sur orbite, et elle fonctionne. Et après, il a décidé qu'au bout de 2 ans, il doit partir. Et je ne m'attire aucune gloriole. On est venu me solliciter. Dans un premier temps, je n'ai dit ni oui ni non. Et dans un second temps, j'ai dit oui. Bon, maintenant que cette fondation de l'islam de France existe, quelle est sa vocation? Sa vocation est triple. Elle est éducative, elle est culturelle et elle est sociale. Je vais décliner les 3 temps forts aujourd'hui que sont la partie éducative, la partie culturelle et la partie sociale. Un jour, bihawlillah, bida'awatikum wa bida'mikum, donc un jour avec vos prières, vos invocations, votre soutien, votre aide, nous passerons à l'ère des vaches grasses, parce que maintenant ce sont les vaches maigres, il faut le dire aussi. Pour ajouter à la dimension éducative, la dimension culturelle et la dimension sociale, et surtout la prise en charge sociale de la jeunesse, une dimension philanthropique et humanitaire. Pour l'instant, je n'ai que ces 3 volets du triptyque. Je commence par la dimension éducative. Elle couvre une gamme, toute une gamme, un spectre, si j'ose dire, qui va, je commence par le haut et je vais vers le bas, mais ça n'a pas beaucoup de sens, ça peut aller aussi dans l'autre. D'abord, ce que j'appelle l'islamologie savante. L'islamologie savante est une discipline universitaire et il faut que cette discipline universitaire recouvre ses lettres de noblesse. Il faut que cette discipline qu'est l'islamologie savante soit une discipline reconnue, une discipline de prestige qu'on enseigne à l'université. Et l'islamologie n'est pas que la théologie. C'est-à-dire que nous allons former des jeunes gens, des garçons et des filles, qui tiennent un discours rationnel, intelligent, sensé sur le fait islamique. Il est temps de finir avec les balivernes qu'on trouve sur Internet, ou que tel ou tel individu qui s'autoproclame imam et qui vient dire n'importe quoi sur cette belle tradition religieuse.
Donc il faut qu'il y ait une formation académique, rigoureuse, scientifique à l'université pour le discours islamique. Et donc nous donnons des bourses à des étudiants en thèse de doctorat en islamologie. Et j'ai dit que je vais décrescendo, donc je vais de l'autre côté du spectre, nous allons éveiller les consciences des élèves, des écoliers, garçons et filles, dans les établissements scolaires. C'est un travail d'éveil des consciences, un travail d'intelligence. Et j'aime toujours rappeler qu'il s'agit de l'intelligence du cœur et de l'esprit. Et entre les deux, nos imams, j'aime à rappeler que les imams, comme des êtres humains, sont bipèdes. Ils ont 2 jambes, et comme ils respirent, ils ont 2 poumons. Et pourquoi pas, s'ils deviennent des anges, ils auront 2 ailes. Et donc, un imam doit être bien formé sur la partie cultuelle, la partie proprement religieuse. Et j'aime à rappeler que si tous nos imams avaient le savoir et la connaissance de Cheikh Larbi, bien nous n'aurions pas les ennuis que nous connaissons. Donc une bonne formation culturelle, religieuse, théologique. Et en même temps, il faut aussi les former sur le plan culturel, sur le plan de la connaissance des institutions républicaines, sur le plan de la culture, de la République et de son patrimoine, de son héritage et de son passé. Parce qu'ils n'ont pas d'autre patrie que celle-là. Je parle surtout de la jeunesse qui vient. Et c'est cette double formation, strictement religieuse et culturelle, dédoublée par la formation culturelle et profane, si je puis dire, et historique, nous forme des imams à l'aise, bien dans leur esprit, et qui deviennent des ministres du culte, des liturges, le terme technique, c'est-à-dire ils conduisent une liturgie. Et parmi eux, il y aura des savants qui vont siéger à l'académie, puisque l'académie n'est pas réservée qu'à Monseigneur Lustiger. Je parle de l'Académie française, l'Institut de France. Voilà, j'allais dire, la partie proprement éducative. Je rêve d'avoir un institut d'islamologie appliquée. Et nous l'aurons, bihaoulillah. Pourquoi pas dans Paris? Vous savez, dans l'Est parisien, il y a du foncier, il y a du terrain à côté de la Bibliothèque nationale et ailleurs. Eh bien, rêvons un moment, nous aurons un institut de plusieurs étages de formation. Et encore une fois, je reviens à cette islamologie savante. Et je rêve aussi de lycées, lycées au pluriel, des lycées de la concorde citoyenne, avec des internats dans lesquels on va mettre nos enfants, garçons et filles, pour les extraire des milieux hostiles, des milieux où il y a de la drogue, où il y a de la délinquance, où certains nous disent de la radicalisation, parce qu'ils ont des aptitudes pour faire des études, mais ils n'ont pas les moyens. Ben, à nous, Fondation de l'Islam de France, de leur offrir la possibilité de suivre des études, une scolarité dans des internats, et donc dans ces fameux lycées de concorde et de réussite. Voilà pour parler de la partie éducative d'une manière générale. J'ajoute, puisque nous sommes en pleine révolution numérique, et la révolution numérique nous recommande d'utiliser les moyens de ce qu'on appelle les activités digitales. Donc nous avons un campus numérique, intitulé Lumière d'Islam. Je dois arrêter à quelle heure? À 45. Ah oui, très bien.
Oui, je me suis laissé aller, donc je vais aller très rapidement. Le campus numérique, allez-vous le visiter. Notre ambition, c'est que si on a envie de savoir quelque chose sur l'islam, on va dans cette université digitale. On ne va pas aller voir Cheikh Google. Nous avons l'ambition de tout trouver dans ce campus numérique. Nous allons faire une exposition. Donc c'est pour ça que je vais très vite. Cette exposition, vous savez, en France, l'ère des expositions universelles est révolue. Mais nous ferons une exposition qu'on intitulera « L'islam et l'Europe, 15 siècles d'histoire ». Enfin, en réalité, c'est un peu moins que 15 siècles d'histoire, mais nous allons montrer la forte prégnance de cette civilisation sur l'Europe et les échanges. Et cette exposition aura un retentissement mondial, une aura internationale. Nous voulions la mettre au Grand Palais, mais il se trouve que le Grand Palais va être en travaux. Nous voulions la mettre au Louvre, et peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de place. Alors mes amis, après l'histoire de Toutankhamon, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas la Villette? Ce ne sera pas loin de chez vous, de toute façon. Que Dieu nous prête vie, et ce sera à horizon fin 2021, début 2022. Ça sera sous le haut patronage du président de la République. Elle nécessite à elle seule pas moins de 4 millions d'euros, parce qu'il faut assurer l'exposition elle-même et les pièces, et surtout que ça va aller dans l'art pictural, l'art lyrique, les arts, et les arts de l'islam qui sont dans le 8e département du Louvre, et il y aura davantage cette exposition, c'est elle qui sera un phare pour l'ensemble des touristes, pour les Français, les non-Français, les musulmans, les non-musulmans, pour qu'on recouvre cette dignité, cette fierté et cette connaissance de la dimension civilisationnelle sous-tendue par la tradition religieuse islamique. Il est 45, vous êtes là aussi pour un office religieux et je serai à votre entière disposition après la prière du vendredi. Barakallahu fikum wa shukran ala isra'ikum wa shukran ala sabrikum.